Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, un petit vinyl tag, spécialement pour vous les maniacs. Vous avez été nombreux à réagir à ma vidéo concernant mes titres favoris de Metallica, de Kill 'Em All jusqu'au Black Album, donc de 83, juillet 83 à août 91. Et donc du coup, eh bien, je pense qu'on va pouvoir un peu débattre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de commentaires intéressants de votre part, les Maniacs. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir. J'ai beau me répéter, mais vraiment, j'apprécie vraiment ce format, pouvoir interagir avec vous et puis pouvoir parler de hard rock et de métal. Vraiment, c'est que du bonheur, les Maniacs. Et puis apparemment, le format Vinyl Tag plus découverte d'un groupe via leur discographie, ça plaît aussi. Donc on partira à San Francisco, tiens donc la seconde patrie de Metallica, avec le quintet Face No More. Bah oui, finalement ça colle bien. On va parler de Metallica, on va parler de Face No More, Jim Martin, grand ami de feu Cliff Burton, avec son frère Lou Martin. En fait, je pense que le plus proche de Jim et de Lou, c'était Lou, hein, le plus proche, le vrai ami de Cliff Burton, même si Jim Martin a fait la musique avec Cliff peu avant que celui-ci ne rejoigne Trauma. Au sein du groupe Agents of Misfortune, il y a déjà des vidéos qui traînent depuis belle lurette sur YouTube. Je ne vous apprends rien, les Maniacs. Vidéo d'une dizaine de minutes dans une salle de sport d'un lycée, très certainement, et essentiellement de l'improvisation. Et il y a même des réminiscences déjà en 82, je pense, de Forum de Beltols qu'on retrouvera 2 ans plus tard sur le fameux Ride the Lightning. Allez, c'est parti. Le Vinyl Tag, ça commence avec mordu de vinyle exceptionnel, le débardeur Anthrax en super bêta. Ton histoire le rend encore plus beau. Oui, en fait, c'était mon ami de Guadeloupe, Arnaud, qui va passer d'ailleurs qui, comment dire, sera spectateur de l'Alcatraz Metal Fest de Courtrai. Malheureusement, je n'y serai pas. On a l'habitude de se voir tous les ans, lui et sa femme. C'est toujours un réel plaisir. Et donc, le jour de mes 25 ans, bien sûr, le dress code, il fallait venir avec un t-shirt de métal. Et il était venu avec ce débardeur Anthrax en fin de soirée. Il s'est changé, il a laissé le t-shirt que j'ai récupéré. La fois suivante, je lui demande, bah tiens, j'ai toujours ton t-shirt Anthrax. C'est quoi, lequel? Donc, j'explique. Oh, tu peux le garder. Voilà. La marque des seigneurs. Un de mes titres préférés de Metallica, pas très original, Jump in the Fire. J'ai le Shape Picture Disc avec le mutant. Ouais, je l'ai aussi. Et bah, c'est pas très original, si, quand même, hein, finalement. Jump in the Fire, qui a été choisi comme premier single, premier et unique single, début 84. Sorti donc en maxi single, en Picture Disc Shaped, donc le 45 tours découpé. Donc c'était un single et finalement ils l'ont très peu interprété sur scène, hein. Comme sur la chaîne Vinyl Actu, le magnifique Loki fait une apparition remarquée. Il n'abîme pas les tranches des pochettes de vinyle. Tu les as rangées suffisamment haut. Ben, de toute façon, dès qu'on a le dos tourné, le chat il grimpe sur les murs. Il doit se donner à cœur joie. Mais comme les disques, pour le moment, ça va, ils sont protégés par les pochettes plastiques. Il attaque le plastique et puis après quoi? Je peux rien y faire. Je peux rien y faire, malheureusement. J'ai pas. Ça c'est déjà fait. J'avais un chat il y a une quarantaine d'années. Et je m'étais juré depuis de ne plus en avoir, justement à cause de ça. Je faisais ses griffes sur mes disques qui n'étaient pas protégés à l'époque et je ne comprenais pas. Mes pochettes soient abîmées à ce point-là, jusqu'au jour où je l'ai pris en flag. Donc voilà, bah, Loki, je me suis énormément attaché à mon petit chat Loki, c'est le chat de ma compagne à la base. Mais je pourrais pas lui faire de mal, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Je peux rien y faire. Undercover. Pour nous accompagner, un chanteur que j'adore,
son album le plus commercial, le troisième et dernier album d'Alcatraz avec le guitariste Danny Johnson qui a la lourde tâche de remplacer Steve Vai qui explose à la même époque avec David E. Ross et son fameux Hit 'Em and Smile. Une bande son de 1986 dans toute sa splendeur, hein. La batterie, les guitares, les claviers, tout y est, on croirait tout droit. Une BO de film, je pense beaucoup à Top Gun quand j'écoute cet album d'Alcatraz. Néanmoins, la voix de Graham Bonnet sublime le tout, et non, je ne dirais pas de mal de cet album qui est très commercial. Mais on s'attache aux chansons, parce que c'est Graham Bonnet qui chante sur ce Dangerous Games de 1986. Le groupe après se sépare. Chacun vacant à ses occupations, Graham Bonnet notamment rejoignant Chris Impellitteri, le temps du premier album de Impellitteri, Stand in Line, dans lequel on retrouve également le futur Mr. Big, Pat Torpé, qui nous a quittés à la batterie il y a quelques années déjà. Samo, merci pour tes réponses. Moi, c'est pareil pour Metallica. Après le Black Album, c'est stop. J'ai beau avoir essayé, ça ne passe pas du tout. Bah voilà, tu comprends maintenant qu'on puisse ne pas être d'accord avec les groupes, tout simplement. Donc tu comprends aisément pourquoi, pour moi, Iron Maiden, c'est pareil, quoi. Voilà. J'espère que ça va pas trop fort. Ah, tiens donc, réaction à un short où je parlais de l'album Conquerors Farmageddon, l'album de 2000 de Crisium, les Brésiliens de Crisium, les trois frères Colin, Alex et Moïse, plus Alex Camargo, mais ce sont bien trois frères en fait, Alex Camargo, c'est le nom de la maman, et Moïse Colin, donc c'est le papa très certainement, mais ce sont bien trois frères. Arnaud, donc le meilleur album de Crisium, Conquerors of Armageddon, j'ai chopé il y a peu le repress en CD Digibook, sorti chez Hells Headbanger. Lève le pied Bruno, ça doit rester que du plaisir ces vidéos. J'en fais trop Arnaud, j'en fais trop. J'ai déjà posé la même question l'année dernière, les Maniacs, rappelez-vous, j'avais un unboxing à vous proposer, en même temps je me posais la question, est-ce que je suis trop présent? Et je vous repose la question, mais moi en fait, c'est une vraie drogue en fait. Une vraie drogue, vraiment. Je pense que c'est évident, on est tous accros à cette musique, tous les commentaires que je peux lire. Maintenant, je peux comprendre aussi, on a tellement le choix. Avant, il fallait faire, pour vivre pleinement sa passion de hardos, bien, c'était limité. Maintenant, on a tout à disposition. Et des youtubeurs qui parlent de hard rock, de métal comme moi, on en a des milliers, donc il y a des choix à faire. Mais moi, perso, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin qu'on échange, en fait, qu'on échange nos connaissances, que je vous fasse découvrir des trucs, que vous me fassiez des suggestions, même si je les suis plus ou moins. Je dois toujours écouter le Brutal Planet d'Alice Cooper, et puis aussi le side project de Pete Elmcamp, Order from Chaos, Angel Corps, Revenge, Conqueror. Mais oui, c'est important pour moi d'échanger en fait, et puis de parler pourquoi le hard rock c'est la meilleure des musiques en fait. Pourquoi c'est génial. On le sait tous, mais c'est un devoir d'en parler, c'est un devoir, un plaisir de le rappeler, quoi. Donc oui, Conquerors of Armageddon, pardon, c'est l'album de 2000, produit par Andy Classen, l'ex-guitariste de Holy Moses, ex-mari de Sabina Classen, chanteuse de Holy Moses, et mixé par le guitariste de Cannibal Corpse et futur Hate Eternal. Il allait d'ailleurs sortir son tout premier album sous le nom Hate Eternal. Je parlais d'Eric Rutten. Je ne me souviens plus par contre du premier album de Hate Eternal, Conquering the Throne.
Reconquering the Throne? Non, je sais pas. Je l'ai acheté parce qu'on en disait beaucoup de bien, amateur de death metal, et en fait, curieusement, j'ai jamais accroché à sa musique. Autant avec Morbid Angel, Cannibal Corpse, euh, ça, ça passe, mais la musique, c'est peut-être trop oppressant. Trop oppressant, et puis ça blaste à mort, en fait, ça n'arrête pas, il y a pas. C'est pas aéré, c'est pas aéré. Christophe, toujours intéressant en lisant les commentaires des Maniacs de constater les divergences de goût et de couleur, tout en respectant les avis de chacun. C'est normal d'avoir des ressentis différents en fonction de notre parcours de Maniac. Cela permet justement d'avoir ces débats. Continuons tous ces échanges et à faire vivre notre passion à travers ta chaîne, voilà. C'est ce qui m'incite à continuer. Tant que Christophe sera là, tout comme Francis, tout comme toi, Arnaud, bah, je continuerai en fait. Le jour où on me dit Bruno, ferme ta gueule, bah, mais pour le moment, moi, apparemment, ça vous intéresse. Moi, c'est l'éclat total. Un vrai camé. On m'a toujours dit que j'étais excessif en fait, mais ouais, c'est pour ce que j'aime, je suis excessif, ouais, effectivement. Et donc, c'est normal d'avoir des ressentis différents en fonction de notre parcours de maniaque. Ben voilà, oui, déjà, par exemple, selon l'âge, puis selon nos goûts aussi, j'ai mis du temps à accepter les groupes de hard US, mais en tant que bon thrasher à l'époque, pour moi, il ne fallait pas parler de air metal, de hard US, excepté peut-être Guns N' Roses qui faisait l'unanimité même auprès des thrashers. Mais ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Là, je joue beaucoup, hein, je pense. Là, je joue beaucoup. Emmanuel Z, Angel Corps, je ne connais pas, mais j'écoute les commentaires des Maniacs et j'écouterai quand j'aurai du temps. Quand je dis que le Brutal Planet est le painkiller d'Alice, c'est une métaphore, c'est son album le plus heavy, excusez-moi, le plus belliqueux, tous les titres sont variés et excellents. Grosse soif, les Maniacs. Je reviens à Emmanuel Z. Donc, mon premier Metallica est Ride the Lightning, pochette verte. Mes chansons préférées sont Damage Incorporated, Master of Puppets, Trapped Under Ice, Blackened et Wherever I May Roam. La première fois que j'ai vu Metallica, c'était au Parc des Princes, 2004-2005, dans ces eaux-là. 2004, je dirais, c'était. Ouais, 2004. Je les avais vus en 2003. À la fin du concert, Lars Ulrich avait pris le micro pour annoncer la date. Il avait même dit Parc de France, ouais, ou Stade des Princes, soit l'un, soit l'autre. Et donc oui, tu parles du premier Metallica que tu as acheté, Ride the Lightning, pochette verte, et apparemment on a enfin un chiffre un peu plus précis, parce qu'on a vu et entendu tout et n'importe quoi concernant ce foutu Ride the Lightning, que tous les étrangers nous envient depuis maintenant 42 ans. Puisque la pochette verte, c'était une erreur d'impression sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook. Il y a monsieur Jean-Patrick Fillet, qui bossait à l'époque pour Bernet Records, et lorsque Bernet a fait faillite, a fait banqueroute, il a créé son propre label, New Electric Way Records, qui est vite devenu New Records, et qui a donc sorti en 84 le Ride the Lightning. Il se trouvait aux États-Unis à la sortie du disque. Et lorsqu'il a reçu les premiers exemplaires, il s'est rendu compte de l'erreur d'impression. La pochette bleue était devenue pochette verte. Et donc il parle d'un chiffre, premier chiffre évalué à 40 000 copies, sachant qu'il y a trois pressages, donc un original et deux repress, dans la foulée. Hein. Donc dans les mois qui suivent, il y a eu un deuxième repressage, puis un troisième. Et donc, trois versions différentes sur Bernet Records de ce foutu Ride the Lightning. Première édition à 40 000 copies, on peut estimer à peu près 60 000 copies, 10 000 du deuxième pressage et 10 000 du troisième.
Soyons honnêtes. À l'époque, dans Rock and Folk, qui avait boudé le groupe, hein, évidemment, lors de leur venue au Zénith parisien en compagnie d'Anthrax et Metal Church en février 87. Ils avaient eu droit à un petit encart, ils expliquaient, bon voilà, on ne parle pas de ce groupe qui vend tout de même 50 000 exemplaires de chacun de ses albums rien qu'en France. Donc on peut estimer à peu près 50-60 000 copies vertes de Ride the Lightning avec les cassettes. Yes, les Maniacs. Beer Maniac, Stéphane, ah bah oui, lui, toujours des bonnes choses à dire, très intéressant. Encore, voilà, c'est pour lui que je fais les émissions aussi, parce que ben, on se connaît un peu, on s'apprécie mutuellement, on a énormément de respect, on a à peu près les mêmes goûts en plus. Il a vu des concerts de tarés qui me rendent malade à chaque fois qu'il évoque le sujet. Donc voilà, Stéphane, je pense que Metallica était un peu au-dessus des autres groupes musicalement dans les 80s avec leurs 3 premiers disques. Évidemment, c'était peut-être pas les meilleurs techniquement, c'est Alex Kolnick qui a découvert le thrash très certainement avec Metallica. Il disait, hein, c'était pas les meilleurs musiciens, mais c'était assurément ceux qui composaient les meilleures chansons. Le disque se termine. Donc les meilleures chansons, ce sont Metallica qui les ont écrites. Puis sans compter aussi la qualité des disques, hein, la qualité des productions. Et puis en plus c'était les premiers. Donc Kill Em All, juillet 1983, suivi de Show No Mercy. J'ai longtemps cru sorti en janvier 84. Non, finalement c'est décembre 84, suivi de près par Anthrax, Fistful of Metal en janvier de cette année 84. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, hein, 2 albums de Heavy Speed pour quand même Show No Mercy et Anthrax que Metallica, ça se veut quand même plus rapide. Et puis de toute façon, les 2 groupes ont été influencés par Metallica. Que ce soit Kerry King du temps de Dave Mustaine ou Dan Hilker quand Metallica est arrivé à New York, il le disait clairement, on a été influencé par ces groupes, hein. Comme tu l'as si bien souligné, personne ne connaissait Dave Mustaine quand les 2 premiers albums sont sortis en 1983 et 1984. Ben voilà, exactement. Pour nous, le guitariste de Metallica, ça a toujours été Kirk Hammett. On l'a su bien plus tard, je pense dans Enfer Magazine ou lors de la première chronique, ça doit être en juillet-août 85, le numéro 11-12 de Hard Rock. Il y avait une chronique de l'album par Jean-Pierre Sabouret. C'est là que j'ai appris d'ailleurs que Dave Mustaine était un ancien membre de Metallica. Mais même sur le premier album, Kill Em All, le pressage français, vous regardez, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à regarder. Il y a simplement le nom des musiciens, les titres des morceaux, bien sûr, et leur durée, et où ça a été enregistré. Pas de remerciements. Et pour cause, ceci figurait sur la pochette, dans la pochette intérieure avec les lyrics. Et donc, du coup, on ne savait même pas que Dave Mustaine avait coécrit certains des titres de cet album, car tous les titres étaient composés par Metallica sur le pressage Bernet. Voilà. Donc, ouais, on peut dire ce qu'on veut. Bien sûr, Mustaine, il a porté sa patte, mais ça n'a pas empêché Metallica d'exploser en Europe. Dès la sortie de Kill Em All, et tout le monde s'est pris une claque avec les solos de Kirk Hammett. Je continue les Maniacs, on est à 19 minutes, on est bien Tintin. Fan de rock'n'roll, je confirme, ce format Vinyl Tag et discussion sur un groupe est bien sympa. Metallica, je les ai découverts le 25 décembre 84, j'avais 13 ans, avec la version cassette de Ride the Lightning que je possède toujours. Une vraie révélation aujourd'hui, malgré que je n'écoute quasiment que les 4 premiers albums, je suis toujours un grand fan du groupe et grand collectionneur des versions vinyles officielles par pays, édition, promo, test pressing, pas facile à trouver, contrefaçon, bootleg. Ce qui m'amène à cette question, as-tu dans ta collection des versions promo ou des tests pressing ?
Ouais, j'ai quelques promos que j'ai chopé en foire au disque, sur Discogs également. J'ai chopé pas mal de trucs il y a quelques années. Je me suis un peu lâché sur Discogs pendant 2 3 ans, hein, sincèrement. Non seulement je complétais ma collection, mais parce que les frais de port étant élevés, je me disais il fallait que je commande d'autres trucs pour alléger la facture en fait. Même si elle allait être toujours plus élevée, mais quand je voyais si je commandais un disque, il fallait que je paye 12 balles de frais de port, je préférais amortir l'achat, quoi. Et j'ai un test pressing qui n'est même pas officiel en fait. Je vais te le sortir, fan de rock'n'roll. Yes, il s'agit du test pressing Limited 25 copies du Alford Crucible. Et c'est même pas un officiel en fait. J'ai dû choper ça, je crois que c'est un bootleg grec, hein. Ils ont sorti également avec la pochette évidemment. Mais non, j'ai pas beaucoup de test racing, j'ai plus de promos, j'en ai une Megadeth, de Sacred Reich, en vinyle hein, évidemment, en vinyle. Hein. Sacred Reich, j'ai pas vraiment de nom en tête hormis ces deux-là. Je réfléchis, ça me reviendra peut-être, ça me reviendra. Yes. Et je voulais revenir, pardon, sur le commentaire de Birmaniac, puisqu'il a rencontré Scott Yann, et que ça le restera gravé dans sa mémoire, et il a même prévu d'acheter le nouvel album. Bah oui, en tant que fan, Stéphane, je me doute que tu vas l'acheter ce disque. Et puis la photo avec Scott Yann, bah oui, effectivement, hein, je crois que ça reste un des sommets de ta carrière de hardos, de maniac. Hein. Et sinon, ton titre favori, c'est la période Cliff Burton, c'est Orion. Donc fan de rock'n'roll, je l'aime beaucoup parce qu'il est plus acharné que moi encore. Oui, Loki. Ah. Viens, mon petit Loki. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ouais. Spolking the maniac. Aïe. Ah, il fait des siennes. Il aime pas qu'on le prenne à bras. C'est lui qui vient. De toute façon, les chats, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. On me souhaite de bonnes vacances. Ben, merci à vous. Bonnes vacances également. Quelle chance c'est d'être salarié, de travailler pour la région. En fait, ça me permet de, voilà, de profiter pleinement des vacances d'été. Et ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix. Je dis ça parce que mes collègues n'arrêtent pas de se plaindre. C'est un peu curieux. Très bonne vidéo, beaucoup de choses à dire, Jean-Michel Fabre, sur ces deux monstres sacrés du métal que sont Maiden et Metallica. Pour ma part, et vu mon âge, j'ai eu de la chance de voir ces deux formations à leur début. Donc mes titres favoris iront vers les tout premiers albums. Ceci dit, je n'ai jamais été déçu par leurs concerts, toute époque confondue, même Maiden, avec la coupure de courant. Ils sont restés très pros. Merci pour ce bon moment et bonnes vacances. Tu n'as jamais eu de lassitude, Jean-Michel, concernant ces groupes? Tu t'es jamais dit, bon, c'est peut-être la fois de trop? Bah non, puisque j'y retourne. Mais c'est une question que je pose en fait. Nicole Dourdoigne, qui a reçu le Rockard, et c'est très récent. Il l'a seulement feuilleté car il le met de côté pour les vacances. Moi, je me suis régalé encore une fois. J'ai terminé le dossier sur Raining Blood. On apprend plein de trucs, hein, encore une fois. Sens du détail, hein, Rockard pour eux. Pour ça, c'est les Kings. Je continue les Maniacs. Ouais, je continue. Puis après, on va parler de Faith No More. Ce quintet de Frisco. Et je reviens même sur certains commentaires qui sont parus entre-temps.
Laurent Reb, j'ai bien aimé les trois Scott Dungeon Corps. J'ai beaucoup écouté là le dernier de 2007, Of Lucifer and Lightning. Oh là là, la production quand même, hein. Hein, c'est un peu leur Fly on the Wall, hein. C'est quasiment inécoutable, hein. La radio, enfin non, pardon, la guitare, on dirait qu'elle sort d'un vieux transistor. Et puis il n'y a pas d'unité. On a vraiment l'impression que ouais, tout le monde a enregistré dans son coin. C'est pas un travail de groupe. Donc ouais, quelle déception à sa sortie. Et bah, je réitère mes propos. C'est pas un grand disque d'Angel Corpse. Quand on sort des disques comme Inexorable, Exterminate ou Hammer of Gods, trois monuments du death metal occulte, evil et brutal, bah, ça fait un peu tâche malheureusement. Et Dieu sait que j'aime ce groupe, hein. Je continue. Pierre, Hello Loki. Merci au très beau Loki de s'être montré et même de nous avoir fait entendre sa voix. Eh bien voilà, Pierre, tu auras de nouveau droit à l'organe vocal de Loki. Concernant l'album d'Alice Cooper, Brutal Planet, monté au pinacle par un maniaque, il s'agit en fait d'un album de Metal Indus, Aïe, plus comparable au War of Words de Fight, qui n'est pas un album de Metal Indus. Attention, c'est un album de heavy groove metal avec la voix du Metal God et puis des petits jeunes qui n'en veulent, notamment Russ Parrish qui depuis fait carrière avec Steel Panther. Mais pour moi, ça reste du heavy metal teinté de groove. Ouais, ouais. Donc c'est pas du metal indus, hein. Déjà, la batterie, elle est naturelle. Bon, elle est un peu triguée, certainement, mais c'est un humain qui joue dessus, c'est pas une boîte à rythme, hein. Je l'avais acheté à sa sortie, le Brutal Planet, Pierre. Je l'ai vite revendu sans être fan. J'apprécie Alice avec ses albums légendaires ou de rafraîchissants Constrictor. Concernant Metallica, le morceau Seek and Destroy me semble essentiel sur Kill 'Em All. Pour moi, c'est le point faible du disque en fait. Dire près de 6 minutes 30, 6 minutes 26, même peut-être plus. Et j'ai trouvé ce titre. Bah, déjà, la batterie, elle est un poil faiblarde. Que sur le reste, ça sonne super bien. Là, je trouve que c'est mou du genou, en fait. C'est mou du genou. Et donc, ça reste le premier classique, le premier grand classique de Metallica, mais pas pour moi, en fait. Pas pour moi. Tout le reste de l'album, Metal Militia, The Four Horsemen, je l'ai dit, un de mes morceaux favoris. Hit the Lights, comme morceau d'ouverture, c'est absolument fabuleux. L'intro en fade, et ouais, ça annonce tout de suite la couleur et ça annonce que Metallica, c'est déjà un grand, quoi. Exactement. Puis après, The Four Horsemen, on a évoqué Jump in the Fire, Motor Breath, Phantom Lord, Whiplash. Non, pour moi, c'est Seek and Destroy qui est trop faible en fait. C'est trop faible, c'est mal, je sais pas, c'est pépère. Rien à voir avec la furie du reste du disque. Le second album, Ride the Lightning, est mon préféré, pas loin derrière, le fabuleux Master of Puppets. Bah oui, hein, les trois premiers Metallica. En revanche, je n'écoute pas Master of Puppets interprété par Metallica. Même si Kirk Hammett a suivi des cours avec Joe Satriani, qui n'est pas le plus grand guitariste, on peut soupçonner qu'il a séché des cours. Aussi, si je peux écouter Master of Puppets interprété dans son intégralité en live, avec des musiciens bien supérieurs aux géniteurs de l'album, et même avec un ajout de clavier par Jordan Rudess, rien que ça, je suis preneur et ne m'en prive pas. Mike Portnoy, le plus grand batteur qui soit, à la place de Lars Ulrich. James Labrie, qui est un vrai chanteur avec un guitar héros en bonus, se nommant John Petrucci. Wahoo! Vous dites que Metallica fait des covers supérieures aux versions originales. Ironie du sort, la cover de Metallica n'a d'album, pardon,
d'un album complet par Dream Theater est bien supérieur à l'original. À mon sens, l'intérêt de Metallica s'arrête à ses 3 premiers albums. Après, c'est plutôt Metal Caca. Vous aimez le Master of Puppets, vous allez adorer ce Master of Puppets par Dream Theater. Mm. Donc, en écoutant Master of Puppets, tu entends des pains sur la guitare de Kirk Hammett. Ok. Je sais pas, je suis pas guitariste. Par contre, une chose est sûre, réécoutez les Maniacs, Seasons in the Abyss, le titre qui termine le 5e album de Slayer du même nom, paru en octobre 90 sur le label de Rick Rubin, Def American. Et vous allez entendre que Monsieur Dave Lombardo, intouchable, eh bien écoutez la ride sur Season in the Abyss. Il n'est pas régulier en fait. Il n'est pas régulier. Les coups en fait, les coups sont pas. Écoutez, moi j'ai halluciné et maintenant à chaque fois que je l'écoute ce titre, ça me gêne. Seasons in the Abyss, la ride de Monsieur Dave Lombardo qui reste bien sûr un immense batteur, mais quand on a son talent, en fait c'est ça. Comment il a pu laisser passer ça? Et ils étaient à la bourre sur le planning en studio, ils allaient partir en tournée, je ne sais pas, hein, mais comment il a pu laisser passer ça? Parce que c'est flagrant. Christophe, toujours Kill 'Em All a changé ma vie et m'a scotché dès la première écoute en 83. Ensuite, j'ai tout aimé, jusqu'au Black Album compris. La déception a été dure avec Claude, même si je suis resté fidèle au groupe, mais la magie a malheureusement disparu après. C'est curieux de rester fidèle à un groupe, même si on sait pertinemment que ce qu'ils font n'est plus bon. Et je parle pour moi, je continue d'acheter Judas Priest, on va même aller les voir cet été, mais on sait très bien qu'on va avoir droit à un best-of, que tous les titres interprétés vont être de classiques, à quelques exceptions, ils vont nous faire un ou deux titres du dernier album, et puis basta. Mais moi, je viens pour entendre un best-of, néanmoins. Parce que je sais très bien que mes morceaux favoris, les vieux titres, qui sont sur les classiques, des titres comme You Don't Have to Be Old to Be Wise, Solar Angels, Desert Plains, de Turi sur le Point of Entry, You Don't Have to Be Old to Be Wise, c'est sur British Steel, Devil's Child, j'aimerais beaucoup entendre Devil's Child, ce qui figure sur Screaming for Vengeance. Running Wild, j'aimerais beaucoup entendre Running Wild également. Donc il y a plein de titres que je sais qui ne vont pas interpréter, où ça serait vraiment un miracle. Delivering the Goods, par exemple. Delivering the Goods, elle déchire cette chanson. Mais bon, je suis vraiment content de les voir, évidemment. Mais ouais, on reste fidèle à des groupes, même si on sait très bien que le meilleur est derrière eux. Excusez-moi les Maniacs. J'ai changé de disque par la même occasion. Yes, les Maniacs, j'ai changé de disque. J'ai mis un petit Faith No More. On continue parce qu'il y a encore des réactions sur ma vidéo consacrée à mes titres favoris de Metallica. Donc voilà, vous y allez tous de votre petit best-of perso. Et ça, j'adore. Bec en fer, salut Bruno. Metallica, je peux faire un best-of perso de 15 titres, dont 8 sont sur Radio Lightning. Je respecte ce groupe, mais je ne l'écoute jamais. Il n'a pas été mon entrée pour le trash, contrairement à tous les hardos du collège. Ça doit jouer. Je peux faire le même commentaire pour Iron Maiden, donc j'aime surtout les 2 premiers, et le Maiden Japan. Le Maiden Japan. 30 secondes, les Maniacs. Yes. Donc tu préfères la période Diano. Ça peut se comprendre, hein. Moi, c'est la période Clive Burr, donc les 3 premiers que je vénère, et puis après, bien sûr,
Peace of Mind, Power Slave et Somewhere in Time, qui sont vraiment excellents, mais je vais pas dire que la magie a disparu avec l'apparition de Nico, mais c'est presque ça. Le reste, un ou deux titres vraiment bons de Maiden, à mon goût, sur chaque album jusqu'à Seven Son. Sinon, bof. Quand même. Quand je dis que je préfère avec Liveburn, les trois premiers avec McBrain, ils sont. C'est parce que, ouais, je peux pas. C'est incomparable, en fait. C'est incomparable. Quand j'entends les titres, je vais pas dire qu'il les massacre, McBrain, les titres de la période Clive Burr, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même groove, c'est pas le même feeling. Et je trouve ça beaucoup moins dynamique, ça a beaucoup moins de patates, de pêche, quoi. Moins heavy metal. Olivier Dumarty, merci. Et un garçon, moi-même un garçon, je pensais être un vieil homme, dont l'un des albums préférés de Judas Priest et Point of Entry est forcément un homme de goût. Une fois, on m'a dit que les goûts dans la musique, ça n'existait pas. On me l'a dit, hein, sur Violent Solution, VS Webzine, qui était un des webzines les plus actifs de la seconde partie des années 2000, quand vraiment Internet a explosé dans notre pays. J'étais bien sûr inscrit sur le forum, et le forum, c'était le forum où il y avait plus de métalleux au mètre carré. Et Dieu sait que ça traitait, hein, Dieu sait que ça traitait. Et j'ai eu le malheur de dire une fois que je n'étais pas d'accord avec certaines chroniques de journalistes, et une certaine élite l'a mal pris. Ça a terminé en disant que j'écoutais de la merde. Enfin, que ça ferait plaisir si on dit que j'écoute de la merde. Je dis bah non, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais bon goût musicaux. Et il y a des modérateurs qui a dit ouais, les goûts dans la musique ça n'existe pas. Bon, je n'ai pas insisté. Je trouve que c'était de la mauvaise foi, mais j'étais blacklisté. J'étais blacklisté, les Maniacs, et oui, j'ai trop ouvert ma gueule. Bah, juste titre. À juste titre, c'était puéril, leur petite guéguerre. Puis à celui qui sera le plus populaire des verseurs, des verseurs et des verseuses. C'était ouais, carrément celui qui avait la plus grosse, hein. Et il y avait une certaine élite qui disait clairement ce qu'il fallait écouter, même ce qui n'était pas métal. Donc ouais, ça m'a gonflé, ouais. Rudler, une vidéo très sympa. Je m'enverrai écouter ces titres de Metallica. C'était vraiment un grand groupe. Pour Angel Corp, j'ai toujours eu un peu de mal. On dirait un trash avec le chant de Marduk. Je vais m'y remettre. Qui sait? Le chant, c'est beaucoup plus méchant, hein, beaucoup plus vénère que Marduk, hein. Ouais, ouais. Tu peux y aller, hein, Hodler. Vraiment, c'est c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'aime aussi ce genre de death metal extrême. Bien evil et bien interprété, et qui fait la nique à bon nombre de groupes de black metal, et pas besoin de mettre de maquillage pour être evil à mort. Et Angel Corse, ils le sont, quoi. Un peu comme Diabolique aussi, hein. Eux aussi, hein. Bien vénère, hein. Bien vénère. Allez, on continue. Bah oui, Ludipie. Pour ma part, j'ai découvert Metallica au début des années 80, largement influencé en lisant Enfer Magazine. Kill Em All, puis Ride the Lightning, version pochette verte, Burnett Records. L'album de mes 20 ans, plus de 40 ans après, j'ai toujours des frissons quand j'entends les premiers arpèges de Fade to Black. J'ai tous les albums de Metallica, même si j'accroche moins à ces derniers. Une chanson que j'aime beaucoup, c'est The Day That Never Comes. Ok. Ouais, bah Enfer Magazine, c'était le VS Violent Solution webzine des années 80 sur papier, hein, et eux aussi ils disaient clairement ce qu'il fallait écouter, hein. C'est eux qui ont ringardisé un peu ACDC, hein. Un peu, même beaucoup, surtout en France, hein. Beaucoup de lecteurs
Prenez toutes les paroles, tous les écrits des journalistes d'enfer pour paroles d'évangile. Bon, en gros, vous êtes tous d'accord, hein, ça s'arrête ou à Justice for All ou au Black Album, et que la suite, même si vous êtes fidèle, plus ou moins fidèle, vous savez très bien que c'est moins bien. Salut Bruno, Stéphane Zamolo, concernant Metallica, je suis du même avis que toi, R.I.P. Cliff Burton. Yes, Cliff Burton, et c'est pas de def. Merci pour Metallica, un de mes groupes préférés. Pareil, après le Black Album, compliqué pour moi, tout comme Maiden après Seven Son. C'est comme ça, Airmilk, Mick. J'ai voulu m'acheter le nouveau Deep Purple à Coquel au furet. Il ne l'avait même pas, sincèrement, c'est franchement se foutre du monde. Et je reste poli, Dominique Descamps. C'est bien triste de ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir se fournir comme on veut en musique, même si c'est paradoxal, mais depuis que tout est à disposition pour avoir le format physique, c'est pas évident. Faut commander sur le net ou faire des kilomètres, mais bon, il est loin le temps où toute petite ville avait son ou ses disquaires. Hein. C'est comme ça, c'est ainsi. Allez, dernier commentaire concernant Metallica, et puis on va parler de Faith No More. Olivier Dumarty, je suis comme toi, mais avec 10 ans de plus pour Iron Maiden. Je me suis arrêté à Peace of Mind, Judas Priest, Screaming for Vengeance, AC/DC, Father the Battle Rock et Black Sabbath, Mob Rules pour Scorpion, Blackout. Fini, je crois qu'on reste tous un peu bloqués sur ce que l'on écoutait il y a 20-25 ans. C'est exactement ça, c'est une histoire de génération. Moi, avec 10 ans de moins, bon, j'ai 17 ans en 90, on a 27. 17 ans, moi, en 90, enfin voilà, j'étais conquis, tous les disques qui sortaient, ils étaient bons. Il n'y a qu'à voir, Megadeth, tous les grands groupes qui sortaient leurs albums étaient bons. Judas Priest, Painkiller, Never Neverland, Persistence of Time, Lights Camera Revolution, Coma of Souls, Never Ending Destiny. C'est une super année 90, vraiment, super année 90. Et j'ai pas parlé de Cause of Death, d'Obituary et du premier Cannibal Corpse, Turn Back to Life, deux albums sortis en 90. Il n'y avait que l'embarras du choix, que l'embarras du choix. Et nous, en 90, par exemple, voilà, exactement. Euh, J'écoutais plus Scorpion, j'écoutais plus AC/DC, Judas Priest, parce qu'ils avaient sorti Painkiller, mais sinon j'avais un peu lâché, et même beaucoup l'affaire. Donc voilà, moi, je collais parfaitement à l'ambiance du métal des années 90, clairement, parce que j'avais 10 ans de moins que toi. Ouais, ouais, vous êtes trop nombreux, les maniacs. Je vais pas dire qu'il y a des commentaires qui vont passer à la trappe, mais là, il faut vraiment que je fasse la spéciale Face No More, les maniacs, ça tout de suite. Yes, les maniacs, Face No More, en quelques disques et en quelques dates clés, plus ou moins qui m'ont marqué. C'est parti, donc bien sûr, le groupe s'est formé à San Francisco dans les années 80. Je n'ai même pas la date exacte de formation du groupe, mais beaucoup de musiciens ont gravité dans ce groupe, autour de ce groupe, de Mike Bordin, Jim Martin et Roddy Bottum, sans oublier Bill Gould. Il y a eu notamment, par exemple, la chanteuse Courtney Love, l'ex-compagne de feu Kurt Cobain et chanteuse guitariste de Hall, qui a été brièvement dans ce groupe. Et donc la formation se stabilise avec l'arrivée de Chuck Mosley au chant. C'est le premier vraiment chanteur sérieux du groupe et c'est avec ce chanteur qu'ils vont sortir un de leurs premiers disques. Je ne sais même pas si c'est le premier album ou Carolot. Apparemment, il y a une première autoproduction intitulée Face No More de sortie, mais introuvable apparemment. Donc, premier album We Carolot, là déjà les bases sont posées, savoir une guitare foncièrement métal, celle de Jim Martin, les claviers un peu plus originaux de Roddy Bottum, la basse de Bill Gould, qui n'a rien à envier en termes de technique et de talent à Flea des Red Hot Chili Peppers. Et puis la batterie de Mike Bordin, hein, une batterie
au son lourd et un groove aussi, donc avec le chanteur Chuck Mosley. Ce premier album, We Care a Lot, vu ce que le groupe a sorti par la suite, et en compagnie surtout de Mike Patton au chant, on pourrait croire, on aurait tendance à croire que ben, c'est pas leur meilleur album. C'est certainement vrai, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, mais dès ce premier album, tout y est en fait. Il manque que le chant de Mike Patton, et c'est un véritable album de Faith No More. Sans enlever le talent de Chuck Mosley, mais c'était trop différent, et puis on ne peut pas dire que ça soit vraiment, que c'était vraiment, puisqu'il nous a quitté, un chanteur exceptionnel. Donc c'est l'album des premiers classiques, des classiques qui vont être magnifiés par la voix de Mike Patton quelques années plus tard, We Care a Lot bien sûr, ou encore As the World Turns. Et il y a également Mark Bowen qui a été interprété par Mike Patton vers donc 90, 1989, 90. Excusez-moi les Maniacs. Donc voilà pour ce premier album. Et produit bien sûr par le fidèle Matt Wallace, qui va produire également le deuxième album, deuxième et dernier album du groupe en compagnie du chanteur Chuck Mosley, Introduce Yourself. À savoir qu'à cette époque, le groupe est déjà très populaire, sorti en 87. Le groupe est déjà très populaire en Angleterre, et surtout en 87, un certain James Hetfield eh bien, portera sur les photos promo du Garage Days EP de cette même année un t-shirt de Faith No More, ce qui va faire pour beaucoup dans la popularité du groupe. Néanmoins, ça n'est rien contrairement à la déflagration The Real Thing avec le petit poster qui va bien. J'étais fan, j'étais immensément fan. Poster dans un Metal Hammer. Et donc cet album a été pour moi la révélation, avec deux titres imparables qui se suivent. Le premier, From Out of Nowhere, un des tout meilleurs titres de l'histoire du rock, du hard rock, du metal, de la fusion, appelez ça comme vous voulez. Ce titre est absolument imparable. Mike Bordin à la batterie, eh bien, il frappe comme un taré, et Roddy Bottom au clavier rend ses lettres de noblesse à cet instrument qui, pour beaucoup, était inécoutable, moi le premier. Et bien sûr, l'arrivée de Mike Patton, qui aurait écrit les textes de cet album en quelques jours. Quelques jours ont suffi pour enregistrer un classique épique, From Out of Nowhere, mais également le troisième single, Falling to Pieces, Surprise You're Dead, avec la guitare tranchante, limite trashisante de Sir Jim Martin, et bien sûr Woodpecker from Mars, l'instrumental de l'album, The Real Thing, et Underwater Love. C'est un immense classique qui va donner un peu la voix, la bande-son des années 90, clairement. Années 89, donc voilà, l'heure est à l'évolution musicale, et bien Faith No More réussit ça, mais de main de maître. Hein. Moi, j'ai entendu Epic, ça m'a tellement retourné, ça a vraiment été ouais, une révélation. Ce qui me fait paraître le reste de la musique terriblement fan en fait. J'écoutais ça, j'avais envie d'écouter que ça, tellement c'était bon, et ouais, ça a duré un bon moment quand même. Puis les clips quand même. C'est ça aussi, on avait l'aval des musiciens de métal. Pour ceux qui pensent que Faith No More n'est pas du métal, je voyais les mecs de Sepultura qui portaient leur t-shirt Metallica, et puis eux, pareil, Jim Martin qui porte les t-shirts Cliff Burton sur le clip de Epic, et puis Bill Gould qui porte des t-shirts Carcass, Sepultura, voilà. Ils étaient des nôtres. Le maxi single, ou plutôt le single découpé, le 7-inch de Epic. Ben voilà, ça y est, là, ce clip-là a cartonné sur MTV, du coup. Le disque est sorti sur tous les formats possibles et imaginables.
Et en Angleterre, ça y est, c'est un groupe accompli et établi. Une autre version de Epic, bah oui, bien sûr, ça marche, donc on réédite avec des lives, dont la version de As the World Turns, qui est sur le live at Brixton Academy, From Out of Nowhere, le deuxième single, premier single, The Real Thing, et encore une version de Epic. Et un poster, le premier poster de Faith No More dans ma chambre, c'était celui-ci, paru dans un Metal Hammer de juin 1990, je pense. Le picture disc de From Out of Nowhere. Encore un maxi From Out of Nowhere, clin d'œil à Arnaud Génins. Le stickers Underground Import. Un bootleg à 10 balles, c'est pas cher. Tourné The Real Thing et enregistré en 1990. Le live à Brixton Academy. Et là, on part avec l'album suivant, Angel Dust, le premier single, Midlife Crisis. Sympa. Dans sa version picture disc, c'est le premier single à être sorti, issu donc de l'album Angel Dust, super album, Land of Sunshine, Caffeine, Midlife Crisis, Everything's Ruined, Malpractice, Midnight Cowboy, Kindergarten, Be Aggressive, encore une fois, un des tout meilleurs disques des années 90, un indispensable, toujours produit par le fidèle Matt Wallace, il est là depuis le début. Dernier album avec Jim Martin à la guitare et une parfaite réussite. J'avais adoré The Real Thing et là, cet album-là, c'est encore mieux. Mike Patton trouve définitivement sa voix qui était quelque peu différente sur The Real Thing. Là, il chante vraiment, vraiment mieux. Donc un album indispensable. Et donc les autres maxi anecdotiques, de Small Victory, ce sont des remixes. Et là également, The Small Victory dans sa version picture disc, avec la reprise Easy Listening des Dead Kennedys, Let's Lynch the Landlord. Et donc voilà, dernier album avec le regretté Jim Martin et dernier single avec le regretté Jim Martin qui va laisser un vide immense à la guitare. Donc ouais, ça va être très très difficile de remplacer un guitariste aussi charismatique que Big Jim Martin. Et donc le groupe sort néanmoins sans le Big Jim, King for a Day, Fool for a Lifetime, que j'ai vraiment eu du mal à apprécier finalement. Et bien malgré l'absence de Jim Martin, c'est peut-être leur meilleur album. Oui, c'est peut-être leur meilleur album. En tout cas, à l'époque, je n'étais pas convaincu. Pour moi, il manquait quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Big Jim. Et malgré la présence du guitariste de Mr. Bungle, uniquement pour l'enregistrement du disque 13 Prudence, et puis après l'arrivée des autres, il y a un guitariste qui n'a même pas enregistré d'album. Il avait fait que la tournée de King for a Day. Mais quoi qu'il y soit, non, Jim Martin étant irremplaçable, bah, le groupe va sortir quand même un autre album, Album of the Year en 97, pour ensuite se séparer la même année, à l'issue d'une tournée européenne qui était passée à l'aéronef de Lille, fin 97, mais voilà. Faith No More, il fallait en parler au passé, jusqu'à la sortie de ce disque, Sol Invictus, le premier album du groupe. Sorti quand? 2017 peut-être? 2016, 2017? Je vous avouerai ne pas l'avoir énormément écouté. Mais bon, voilà, ça reste Faith No More sur scène.
Malgré l'absence de Big Jim, ben, c'est toujours aussi bien, hein, parce qu'il reste Mike Patton, qui reste un chanteur exemplaire, Bill Good, c'est toujours là, Roddy Bottom, les 4/5e en fait. Mais pour moi, le groupe a vraiment perdu lorsque Big Jim a été évincé. Voilà pour ma collection. Et voilà. On a parlé de Face No More et rendez-vous compte, il est bientôt. Ça va faire 1 heure que je blablate. Je vous laisse les Maniacs. Puis on se retrouve très vite. Dites-moi si vous avez envie de me voir encore très prochainement. On continue, mais moi, enfin perso, je suis pas prêt de m'arrêter. Allez, see you les Maniacs. Bonne soirée à vous, bonne écoute.